Quand tu abordes quelqu'un, si tu lui dis je suis journaliste spécialisé dans la photo et dans la vidéo, il t'accueille mieux que si tu lui dis je suis influenceur ou je suis youtubeur, tu vois. Tes enfants, ils te voient aussi comme ça? Non, mes enfants, ils me voient comme un youtubeur. Et ils sont super fiers. Je vois des fois des gens qui lisent 3 rumeurs et qui disent ouais, ils vont tout changer dans le boîtier qui sort dans 6 mois. Et en fait, c'est fou à quel point c'est complètement déconnecté de la réalité. Dans le sens où c'est extrêmement complexe de créer un appareil photo, tu vois. C'est des équipes avec des compétences qui sont extrêmement diverses. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Damien Bernal, qui est un créateur de contenu sur YouTube, qui teste énormément de matos. Honnêtement, je sais pas comment il fait. Et à tel point qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a des yeux bien aiguisés, qui sait très bien faire la différence entre tous les produits et voir ce qui est bien et ce qui est un peu moins bien. Et avec le temps, c'est devenu un ami. Aujourd'hui, on se parle quand même beaucoup, donc je suis extrêmement content de l'avoir aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses. On va justement parler de sa relation aux marques, de comment rester neutre, du marché aussi un petit peu de la photo vidéo. Bref, il va nous partager sans langue de bois sa vision du marché, on va dire global, et aussi de comment justement un peu travailler avec les marques. Pour rappel, vous allez voir uniquement une partie de notre discussion avec Damien. L'épisode en entier est en audio et c'est le premier lien qui est en description. Bref, je vous laisse avec notre échange avec Damien. Bon visionnage. Merci Damien de nous accueillir chez toi. Salut Maxime, écoute, t'as fait comme chez toi là, c'est le cas de le dire. Il y en a partout. On s'est un peu installé, on a essayé de pas trop faire un peu trop de bazar chez toi, mais ouais, très cool, très content d'être là. Écoute, ravi que tu aies fait la route. Ça aussi, puis c'est ce qu'on se disait un petit peu en off, c'est qu'on s'est pas mal vu sur des projets avec des clients, avec des marques, etc. Mais moins un peu en tant que perso. Pourtant, c'est une anecdote un peu marrante, mais je pense que c'est le cas, mais on se parle tous les jours. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne s'est pas envoyé un message. Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est assez marrant parce que sur le papier, je pense que si on s'était vu comme ça, peut-être qu'on ne serait pas devenu assez proches, mais je considère qu'on est quand même assez proches, on se parle beaucoup. Pas tant sur l'aspect perso, mais plus sur l'aspect un peu pro, etc. Et je te l'ai déjà dit aussi en off, tu m'as énormément apporté sur ce qu'on fait aujourd'hui sur la chaîne, sur ce qu'on fait sur nos différents projets. Ravi. Donc un grand merci pour ça. Donc c'est pour ça que je suis hyper content d'être là. On va parler de pas mal de choses dans cet épisode-là, un peu de ton parcours, de comment tu es arrivé un peu à faire de la photo, à parler sur ta chaîne, à bosser avec beaucoup de marques. Tu es, je pense, aujourd'hui une des personnes qui collabore et qui a la chance de bosser avec beaucoup de marques, de choisir avec qui tu peux travailler. Et c'est pas le cas de tout le monde, donc on va parler de pas mal de choses là-dessus. Dans un premier temps, quand tu arrives, c'est une question que je pose assez souvent, quand tu rencontres quelqu'un et qui te demande un peu ce que tu fais, qu'est-ce que tu réponds? Ouais, c'est toujours une question embêtante, parce que c'est vrai que j'aime pas, moi personnellement, alors le terme influenceur, c'est même pas la peine, c'est horrible, c'est vraiment le pire des thèmes et jamais de la vie je me définirais comme un influenceur. J'estime juste qu'on crée du contenu et que le terme créateur de contenu ne veut pas dire grand-chose, mais on crée du contenu et en fait, au lieu de l'écrire, nous, on le fait en vidéo. Et moi, je vois bien dans les événements, parfois, on est des événements communs avec des journalistes, on est au même événement, on fait exactement le même travail, on fait les mêmes tests, eux, ils l'écrivent, certains le publient sur un journal, d'autres vont le publier sur un site web et nous, on va le publier en vidéo. Mais pour moi, finalement, c'est que le format qui change le truc, et je trouve que c'est bizarre finalement d'avoir des termes différents selon que tu changes de format, tu vois. Ouais. Jamais quelqu'un qui va publier ça sur un article ou sur un site web, on va dire c'est un influenceur. Ouais. Et nous, parce que c'est en vidéo, c'est un influenceur. Donc déjà, jamais influenceur. Après, effectivement, il y a le thème YouTuber, mais lui aussi, je sais pas, je trouve qu'il a une petite connotation jeune, qui dit pas grand-chose d'intelligent, ouais, et qui vend l'eau de son bain et qui se filme en train de jouer, qui est un peu négative. Moi, c'est vrai que quand je me présente auprès de ma famille, tout ça, jamais je me présente comme youtubeur. Ouais, tu dis quoi? Mais du coup, tu dis quoi? Moi, j'aime bien dire... Alors, le terme est un peu galvaudé, tu vois, mais journaliste, c'est quelque chose que j'utilisais pas du tout avant. Ok. Et j'ai vu depuis que, en fait, il y a des gens qui travaillent sur des sites web, qui travaillent dans des journaux et qui n'ont pas du tout de carte de presse. Et je les vois, eux, se présentent tous comme des journalistes. Ok. Et finalement, c'est là où j'ai bugué. Je me dis, ah oui, mais en fait, tu te présentes comme journaliste et t'as pas de carte de presse. Bah non, pas du tout. Pourquoi j'en aurais une? Okay. Ah ouais, d'accord. Ok. Et nous, en tant que youtubeur, et nous, en tant que créateur de contenu, c'est vrai que cette question-là, on se présente pas comme journaliste. Tu vois. Ouais. Et je trouve que le terme est plus, même si les journalistes seront aussi critiqués, le terme est un peu plus valorisant. Ok. Donc tu considères. Ouais. Quand tu abordes quelqu'un, si tu lui dis je suis journaliste spécialisé dans la photo et dans la vidéo, il t'accueille mieux que si tu lui dis je suis influenceur ou je suis youtubeur, tu vois. Ok, c'est intéressant ça. C'est comme ça que je le prends. Ouais. Et tes enfants, ils te voient aussi comme ça? Non, mes enfants, ils me voient comme un youtubeur.
Et ils sont super fiers parce que, tu vois, et eux, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, tout ça, les jeunes, ils sont... Aujourd'hui, avant, ils voulaient faire veto, les jeunes. Aujourd'hui, les pompiers et tout ça, et aujourd'hui, ils veulent faire YouTubeur. Ou TikToker, maintenant, tu vois. Ok, ouais, donc tu te présentes un peu plus comme journaliste. En vrai, c'est vrai que le travail que tu fais, il s'assimile en fait à du journalisme, parce qu'en fait, tu arrives quand même à être assez détaché quand tu fais tes tests, etc. Donc c'est... Je sais pas. Je suis pas, moi... il faut un regard extérieur, tu vois, je pense, pour se qualifier. Je vois bien ce que certains journalistes peuvent dire parfois de mon travail. Donc, je vois bien qu'ils ne sont pas tous d'accord avec ça, tu vois. Et qu'après, je vois bien qu'il y a une guéguerre, clairement, aussi dans le milieu de la photo et de la vidéo, entre les journalistes qui publient dans la presse papier, les journalistes des sites web et maintenant les médias vidéo. Et je vois bien que tout le monde se regarde avec un espèce d'air de défiance, alors qu'en fait, tout le monde, à mon sens, fait à peu près le même travail. C'est juste que les codes sont différents. C'est vrai qu'un journaliste, pour en avoir discuté avec eux, et encore plus dans la presse papier, il n'a pas besoin d'un titre aguicheur et il n'a pas besoin d'une miniature qui donne envie. Ouais. C'est-à-dire qu'il a des gens qui sont abonnés à son journal et finalement, il peut rester toujours avec une espèce un ton sérieux où quelque part, il n'a pas besoin de jouer avec les mots, il n'a pas besoin de donner envie. C'est vrai que nous, en vidéo, on a des codes qui font que malgré tout, on est quand même obligé à cause des algorithmes de jouer avec un titre et de jouer avec une miniature. Ouais. Et le simple fait d'avoir ce jeu-là, souvent, ils font la distinction entre les gens sérieux et les clowns. Ouais, okay. Et nous mettre direct dans les clowns parce qu'on va jouer avec le titre, on va jouer avec la miniature. Ok. Donc tu trouves qu'il y a que l'entente entre guillemets entre journaliste et un peu créateur de contenu sur cette thématique-là est pas non plus excellente, quoi. Ouais, il y a une espèce de petite défiance, ouais, clairement. Okay. En plus, on voit bien la cinétique, la presse décline. Il y a moins de ventes. En plus, il y a un espèce de timing dans le sens où tu es beaucoup plus réactif sur un site web et sur en vidéo et tu as plus d'impact aussi peut-être. Ouais. Et donc, clairement, eux, ils disent « Ah ouais, mais nous, on prend le temps parce que nous, on dépend aussi des parutions et des fois, on va mettre 2 mois à tester un truc. Alors que toi, tu vas publier le jour de la sortie. Et donc, il y a une espèce de défiance. Ouais, nous, on est sérieux, on va prendre notre temps pour faire notre travail. Et eux, ils vont publier dans l'urgence. Ouais. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les faits parce que ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est un peu vu comme ça, tu vois. Il y a vraiment une défiance de modèle. Est-ce que tu sais si justement dans les chiffres un peu, il y a une différence en termes de vente entre les créateurs de contenu, entre guillemets, tu vois, par rapport à quand il y a un nouveau boîtier qui est sorti? Est-ce que tu sais s'il y a plus de ventes quand tu as des créateurs de contenu qui parlent d'un produit ou quand tu as la presse qui parle de ce produit-là? Alors, les sites web, ils ont un peu, tu sais, les sites affiliés, tout ça, les liens affiliés. Ouais. Mais c'est vrai qu'ouvre un journal, tu n'as pas de lien affilié dans un journal. Ouais. Donc, c'est vrai que forcément, tu peux beaucoup moins mesurer s'il y a des gens qui t'ont soutenu et qui vont acheter en utilisant ton code, un peu comme nous, on fait chez IPLN. À l'inverse, par contre, ils vivent de la pub. Oui. Ouais, c'est-à-dire que nous, on ne va pas vendre d'espace de publicité dans nos vidéos. Eux, effectivement, tu as une page sur 10, je sais pas, je dis n'importe quoi, si c'est pas ça, me sautez pas dessus, mais tu as une page sur 10 qui, effectivement, est régie par une régie publicitaire et il y a Sony qui va donner de la pub, Nikon qui va donner de la pub, et un constructeur qui n'est pas content, potentiellement, il peut te dire « j'arrête la pub ». Ouais. Donc, tu te rends bien compte que les modèles sont un peu différents, mais finalement, il y a quand même des similarités. Ok. T'es consommateur, toi, un peu de presse-papier? Pas du tout. Ok. Mais vraiment, pas du tout. Ok. Comment tu définirais aujourd'hui le travail que tu fais sur ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais pour toi sur ta chaîne? Je suis un peu un commentateur, c'est-à-dire que moi, je commente l'actualité photo et vidéo. On voit plein de journalistes aujourd'hui qui, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, va commenter la nouveauté, c'est-à-dire qu'en gros, va la décrire. Il y a un rôle, 50% de notre travail, c'est de présenter une nouveauté. Donc, c'est sûr qu'il y a un rôle porte-parole des marques dans le sens où on retransmet l'information. On ne retransmet pas forcément 100% de ce qu'ils nous ont dit de retransmettre, mais le fait est qu'on dit, voilà sur quoi ils ont travaillé, voilà les caractéristiques. Et après, il y a 50% qui est plutôt du test, qui dit en gros comment ce produit se positionne sur le marché, comment il est par rapport à la concurrence, et effectivement, quels sont les avantages des uns, quels sont les inconvénients des autres. Et je pars toujours du principe que le meilleur matos, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils ont tous des défauts, ils sont tous différents, ils ont tous des qualités, elles sont toutes différentes, mais tu prends 2 personnes, ils vont avoir un avis, il y en a un qui va aimer le matos A, il y en a un qui va préférer le matos B, les deux ont raison. Et en fait, la seule différence, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Et donc, moi, j'essaye de commenter cette actualité photo-vidéo et d'essayer de donner un maximum d'informations aux gens pour que ce soit eux qui décident. Okay. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je traite toutes les marques et à aucun moment, je dirais aux gens, vous avez tort d'être... je prends Nikon, vous avez tort d'être chez Canon, il faut aller chez Sony ou il faut aller chez Fuji, tu vois. Restez sur votre marque, c'est très bien.
Moi, j'essaye de leur donner des informations pour qu'eux, ils puissent choisir. Ok. On voit souvent aussi ces commentaires-là, tu sais, dans nos vidéos tests, etc., qu'on peut avoir un avis un peu biaisé en fonction de... On a forcément des boîtiers ou des marques qu'on aime un peu plus que d'autres, tu vois. Est-ce que, comment toi, tu arrives à justement... déjà, est-ce que tu trouves que tu es un peu biaisé? Et sinon, comment tu arrives à justement à prendre du recul, quoi? Ouais, moi, je suis persuadé que c'est très difficile, tu vois, d'être neutre. Ouais. Et je pense que c'est quasiment impossible, ça n'existe pas. Et quel que soit le domaine, tu vois. Je pense qu'il y a quand même toujours une part de subjectivité et une part de feeling. Il y a des choses, moi-même, tu vois, je vais donner plus d'importance à l'autofocus. Et il y en a, mais ils me disent, mais Damien, arrête. On s'en fout de l'autofocus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la montée en ISO, ou ça va être l'ergonomie, ou ça va être le poids. Et donc, on voit bien que, bah ouais, clairement, j'ai beau essayer de mettre dans les chaussures des gens, et à un moment donné, de dire, non, mais Damien, sors de ce corps-là, et mets-toi dans les bottes de quelqu'un qui est client chez ce boîtier-là, et qui en est super content. Ouais. Essaye de se mettre dans cette position-là. Je trouve que ça aide quand même dans le travail, d'essayer à un moment donné de faire comment on dit, d'introspection. Ok, oui, ouais. De se mettre dans les bottes de quelqu'un, quoi. Ouais, ok. Et ça t'arrive à le faire? Ouais, enfin, j'arrive à le faire. Encore une fois, c'est aux gens de juger, mais c'est vrai que parfois, je pense que c'est un respect pour une marque. À chaque fois, tu te dis, il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur ce produit peut-être pendant 2 ou 3 ans. C'est faux de dire que ces ingénieurs-là, ils se sont plantés et que le produit, il est nul. C'est impossible. Par contre, effectivement, t'es peut-être séduit un peu plus parfois et un peu moins par d'autres. Je pense que c'est respecter aussi les ingénieurs de ne pas résumer le travail en disant non, ça c'est nul. Mais il faut peut-être l'expliquer et que les gens qui soient séduits aient les arguments qui le vont à eux. Après, bon, je pense que non. Jamais de la vie, on peut traiter le même matériel toujours pareil. C'est pas possible. Il y a un côté aussi qui est très intéressant avec ta chaîne, c'est que tu es assez tranchant. Je pense que tu as une bonne connaissance de tout le matériel qui existe. Et du coup, quand tu testes un produit, tu as ce côté où tu vas vraiment appuyer sur les points qui te paraissent un peu moins bien que les précédentes versions. Est-ce que est-ce que dès le début, c'était entre guillemets pas une stratégie, mais est-ce que tu as toujours voulu traiter les points positifs et les points négatifs dès le début? Ouais, le problème, c'est que moi, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai toujours visé le long terme. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé, qu'est-ce que je penserai de cette vidéo-là quand je vais la regarder dans 5 ans? Ok. Et à chaque fois, c'est une question que je me pose. Et c'est vrai que tu te dis, ouais, ok, cette génération de boîtiers, elle est bien, mais dans 5 ans, je vais avoir la génération suivante, qui sera encore mieux, pas douter. Si j'ai dit que tout était bien et que finalement, on ne pouvait pas faire mieux, qu'on avait le meilleur des trucs, qu'est-ce que je vais dire dans 5 ans? Et je vois des gens, parce que je regarde ça depuis très longtemps, et c'est un peu ce qui me gênait dans leurs vidéos. Okay. C'est-à-dire qu'on avait toujours l'impression dans toutes les vidéos qu'il n'y avait jamais aucun défaut et que tout était parfait. Et quand on regardait la vidéo de la génération suivante, ah ouais, ça je pouvais pas le faire avant et compagnie. Et je me disais merde, mais du coup, pourquoi il en parlait pas avant? Et moi, j'ai essayé effectivement de se dire, dans une vision long terme, c'est plutôt sympa. Tu vois, là, je suis content. Je vais citer Nikon, mais j'ai été dur à un moment avec Nikon sur les Z6 II et Z7 II. Qui, moi, m'avait pas emballé du tout. Et je trouvais qu'au contraire, ils étaient en train de s'enfermer dans un autofocus qui n'était pas terrible et qui était distancé par les autres. Là, ils arrivent avec le Z8 et le Z9. Je suis super content de dire, ah ouais, c'est la révolution, ça a vraiment changé la donne. Ouais. Tu vois, je me dis, mais si dans les vidéos du Z6 II et du Z7 II, j'avais dit l'autofocus, il est parfait, ça marche nickel, bah, pour moi, ce serait un peu bizarre, tu vois. Ouais. Donc, effectivement, j'essaye d'avoir toujours des points négatifs parce que je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je le dis, mais il n'y a pas de boîtier parfait. Ouais. Ça demande quand même d'avoir une certaine connaissance des produits, de la technique. Tu vois, il y a ce côté-là où moi, justement, quand je peux tester des boîtiers, j'ai pas autant de connaissances que toi sur l'aspect plus technique vraiment des boîtiers. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à voir les points négatifs quand tu utilises le boîtier à 30% et que ça te convient, tu vois. C'est plus ça, cette partie-là. Donc, toi, tu as toujours eu ce côté très technique où tu connaissais un peu bien les boîtiers? Non. Mais ça s'apprend avec l'expérience, tu vois. Je trouve que c'est super enrichissant, justement, de voir les propositions de toutes les marques. Et c'est là où tu vois les différences. Et c'est là où tu vois les limites de certains, enfin les points forts de certains, les points faibles d'autres. C'est vraiment en comparant, finalement. Ouais. Le fait, plus je touche de boîtier, plus j'arrive à voir, finalement, ah oui, ça me paraissait génial, mais finalement, l'autre, il a eu une bonne idée, et ça aussi, c'est quand même mieux. Tu vois, là, j'avais jamais travaillé vraiment avec Olympus. J'en ai testé 2, je crois, d'Olympus, le OM1 et OM1 Mark II, qui vient juste d'être annoncé. Et ils ont des avantages qui sont fous. Tu vois, là, par exemple, ils ont un filtre ND électronique. Très bien. Donc, c'est quelque chose... tu veux faire une pause longue sur une cascade, tu n'as rien amené, bam, tu peux le faire.
Ils ont un truc pour faire les étoiles, tu vois, où tu vois en direct la prise de vue alors que tu es en train de faire ta pause longue, tu la vois vraiment se réaliser. Ils ont plein de trucs qu'on n'a pas sur les autres et tu te dis, ouais, non, c'est des bonnes idées. Et du coup, quand tu fais la review des autres, tu peux pas les trouver parfaits. Tu te dis, ça mais bien les trucs d'Olympus et compagnie, là, ils les ont pas, tu vois. Ouais. Donc finalement, ça s'enrichit et ils ont tous des bonnes idées. Et à chaque fois, tu peux leur reprocher un truc que fait un autre. Ouais. Ok. Tu sais à peu près combien de boîtiers tu as eu entre les mains? Non, je sais pas. Ok. Comment T'en as eu beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. T'en as eu beaucoup, t'as eu beaucoup d'optiques entre les mains. Comment tu gardes cette motivation de toujours tester les boîtiers, tu vois, parce que c'est souvent tu fonctionnes à peu près pas de la même manière, mais tu as toujours une trame à peu près. Ouais. Comment tu gardes cette motivation d'enchaîner les boîtiers? Je sais pas, j'ai pas besoin de me forcer parce que je suis un mec qui aime pas faire. Je veux dire, il y a rien de plus dur pour moi que de faire un truc que j'ai pas envie de faire. Vraiment, c'est un enfer. Je suis pas bon pour ça. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un côté passion, tu vois, de découvrir sur quoi ont travaillé les ingénieurs et de découvrir à chaque fois comment ils vont repousser les limites, sur quoi ils ont innové. Donc, j'ai pas besoin de me forcer en fait, parce que franchement, on est dans une période où ça évolue encore très très vite. On pensait que ça allait plus trop évoluer. Je pense que j'ai eu la chance aussi d'arriver à la fin des réflexes et au début des hybrides. Et mine de rien, c'est un truc qui arrive tous les 30 ans, je pense. Donc là, je suis arrivé à un moment donné où, moi, mon premier site s'appelait Les Guides Hybrides, tu vois. On était dans les premières générations pourries des hybrides, avec des défauts, mais de partout. Et en fait, on est arrivé à ce moment-là où on avait les réflexes quasiment depuis 100 ans, même si ça a évolué un peu. Et d'un coup, il y a tout à refaire. Il faut réinventer complètement toute une gamme de boîtiers. Il faut refaire toutes les optiques. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Parce que c'est passionnant. Ça veut dire qu'il y a plein de trucs à faire. Et effectivement, je pense que je suis arrivé au bon moment, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que, donc là, on enregistre l'épisode, on est début 2024. Qu'est-ce que tu penses du marché, justement, de l'optique et de la caméra? Est-ce que tu penses qu'on arrive à maturité ou tu penses qu'on a encore de belles années? Comment tu vois le truc, toi? Je pense qu'on est en train de finir la première génération d'hybrides mature. Dans le sens où, tu vois, là, on est sur l'A7 IV, par exemple, chez Sony. Nikon n'a pas son Z6 III au moment où on enregistre cette vidéo. Donc, pour moi, ils n'ont pas aujourd'hui d'hybride, tu vois, milieu de gamme mature chez Nikon pour l'instant. Mais on attend peut-être un A7 V, tu vois, bientôt. Et on commence à avoir des A7 III vraiment pas chers, qui étaient probablement un des premiers hybrides ultra polyvalents et matures, avec la nouvelle batterie, avec un autofocus qui détecte les yeux. C'est lui qui a inventé tout ça. Et on commence à les trouver d'occasion vraiment à des prix cassés, quoi. Et je trouve que ça y est, on atteint ce point-là où la majorité des hybrides sont tous à maturité et où effectivement on se dit la prochaine génération, qu'est-ce qu'elle va pouvoir avancer, qu'est-ce qu'elle va pouvoir améliorer. Ouais. Donc moi je suis persuadé que ça va passer par les capteurs. Okay. On voit qu'aujourd'hui on a les capteurs rétro-éclairés sur tout ce qui est milieu de gamme, on a les capteurs empilés sur les hauts de gamme, maintenant Sony a le global shutter. Donc moi je me demande si ça va pas diminuer, enfin tout descendre d'un cran, c'est-à-dire que le global shutter va remplacer le capteur empilé et moi je pense que le capteur empilé va peut-être devenir la norme, tu vois. Ok. Et donc forcément le capteur empilé ça a beaucoup d'avantages, mais s'il se démocratise avec un prix plus milieu de gamme, je pense qu'il y a encore beaucoup de quoi faire et les gens ça va les motiver puisqu'ils vont avoir une rafale plus rapide et compagnie. Mais c'est vrai que sinon s'ils font pas ça, je vois pas trop sur quoi ils peuvent travailler. Ouais. Bah ouais, on en parlait aussi un petit peu. Moi justement, je commence à être pas un peu lassé, mais il y a comme tu l'as dit, il y a une grosse évolution. Notamment moi, qui suis un peu plus vidéo que photo, dans tout ce qu'on a pu voir sur le 10 bits qui est arrivé dans quasiment tous les boîtiers, le 4K 120, 4K 50, etc. sans crop. Et donc du coup, moi en tant qu'utilisateur, j'arrive à un moment où tout ce que fait les boîtiers actuels, ça me suffit pour mes projets clients, pour mes projets YouTube, etc. Et j'ai du mal en fait à voir où est-ce qu'on peut, tu vois, où est-ce qu'on peut aller chercher en plus, tu vois. Et j'ai du mal à trouver cette motivation-là de me dire demain, je sais pas trop ce qui va se passer, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous hyper encore, tu vois. Ouais, mais tu vois, toi tu travailles beaucoup avec le capteur du A7S III. Ouais. C'est la première génération qui avait ça. Quand je dis on est sur la première génération d'hybride mature, c'est-à-dire un A7S2 aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée de travailler avec un A7S2. Tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, il y a plein de trucs à faire. On en parlait hier au resto. Rien que l'Open Gate, on est en plein dans le format vertical. Donc, il faut essayer probablement d'avoir des formats qui soient plus à la fois capables de faire de l'horizontal, mais aussi de faire du vertical. Il y a les cadences d'image, il y a la qualité. Moi, j'aime bien les plans 8K. Aujourd'hui, ça surchauffe, c'est encore trop lourd. On n'a pas forcément les stockages qui sont adaptés, mais ça aussi, j'ai l'impression que ça évolue. Tu vois, je te montrais, j'ai une CF Express d'1 Tera qui coûte pas si cher que ça quand tu calcules le prix au giga. Donc, je pense que tout ça, c'est en train d'évoluer. Avec un plan en 8K, tu as 4 plans. Oui. Tu as 4 valeurs de plan 4K.
Donc, je pense qu'une fois que tout ça, ça sera démocratisé, tu n'auras plus envie probablement de faire de la 4K, tu vois. Ok. Après, est-ce que c'est dans 2 ans ou est-ce que c'est dans 5-10 ans? Ouais. Aujourd'hui, tu travailles quand même en amont. Enfin, je veux dire, tu es souvent sous NDA avant que les produits sortent, de plus en plus. Est-ce que tu aurais envie d'aller, tu vois, dans l'étape un peu d'après, qui est un peu dans la conception, tu vois, de travailler un peu avec des équipes de certaines marques pour les futurs produits? Parce que là, aujourd'hui, tu es plus dans le test de ce qui arrive. Moi, j'ai pas du tout le niveau pour faire ça. Ouais. Même pas en rêve. Je pense qu'on s'imagine pas le niveau déjà des opticiens qui créent ces optiques et le niveau d'électronique des mecs qui conçoivent ces appareils. Je vois des fois des gens qui lisent 3 rumeurs et qui disent ouais, ils vont tout changer dans le boîtier qui sort dans 6 mois. Et en fait, c'est fou à quel point c'est complètement déconnecté de la réalité. Dans le sens où c'est extrêmement complexe de créer un appareil photo, tu vois. C'est des équipes avec des compétences qui sont extrêmement diverses. La seule chose qu'on peut leur apporter, c'est du retour terrain. Mais franchement, Damien Bernal, laisse tomber. Même pas en rêve. Je veux dire, autant un retour terrain de quelqu'un qui travaille à l'équipe, qui fait les compétitions les plus folles au monde, les mecs, enfin, des vrais pros, quoi. Pas Damien Bernal. Ouais. Non, moi, j'ai rien à leur apporter, même pas en rêve. Ça, franchement, j'en suis conscient, quoi. Ouais, ok. Là, on a parlé un petit peu, tu vois, du marché un peu de la caméra, de toi, comment tu travailles. Aujourd'hui, bah justement, de par tes différentes reviews, de par le travail que tu as pu aussi avancer sur ta chaîne YouTube avec les marques, etc., tu as accès à aujourd'hui pas mal de matos avant que ça sorte. Pas encore tout, mais voilà, de par ce que tu peux faire et aussi avec IPLN, tu as accès à pas mal de matos. Ça n'a pas été le cas au début. Comment tu faisais au début justement pour faire tes tests? Comment ça se passait? Alors ça, c'est top secret. C'est top secret. Mais non, j'étais voilà. Mais je faisais beaucoup de retours, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'achetais. Il y a un mec, une fois, quand je suis retourné, j'étais banni de la Fnac de Perpignan. Parce que un jour, je vais au service SAV pour faire un énième retour. Et le mec, il pète un câble. Et il me dit ouais, monsieur, il nous a pris pour un loueur gratuit. Tu vois, il nous a pris pour un loueur gratuit. En fait, pour eux, c'était l'enfer parce que c'est des franchisés. Et en fait, la Fnac de Perpignan, elle se retrouvait avec des objectifs et des boîtiers que personne n'achète dans le coin, en rayon, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ne renvoient pas à la Fnac, en fait. Ils le gardent. C'est vrai que c'est pas cool. Et je le reconnais, tu vois. Mais moi, j'avais pas d'autre choix. Dans le sens où, comme j'ai toujours voulu, dès le début, dire je veux comparer. Ok, oui, c'est ça. Que j'ai toujours dit ça m'intéresse pas de faire un test unitaire d'un produit. Ok. Je veux toujours me dire le client avec quoi il va hésiter. Est-ce qu'il veut voir la différence par rapport à la génération d'avant? Est-ce qu'il veut voir la différence par rapport à un autre constructeur? Et il a le choix entre les deux. Il se demande si les 300 € que l'un demande, est-ce que c'est vraiment justifié? Et donc, du coup, il me faut toujours plein de matos. Ok. C'est l'enfer. Et certains matos, je les achetais pour la 3e fois. Parce que c'est la 3e fois que j'avais besoin de les comparer, tu vois. Je l'achetais pas qu'une fois. Ouais. Et donc, ouais, non, c'était chaud. J'ai à un moment donné, pas passé loin, je pense, de me faire bannir d'Amazon. Ok. Sachant que c'est violent. Je sais pas si les gens savent, mais être banni d'Amazon, c'est violent. Ça veut dire qu'il faut que dans le sens où le mec... Ouais, déjà, il faut que tu envoies beaucoup. Mais une fois qu'ils te bannissent, ils bannissent ton IP, ils bannissent ton adresse mail, ils bannissent ta carte bleue. Dans tous les sens, tu es banni pour que tu puisses plus jamais commander chez eux, quoi. Ouais. Et c'est un truc, c'est irréversible. Donc, ils sont super tolérants et compagnie. Voilà, je peux l'attester, ils sont tolérants. Mais il y a un moment donné, il y a une limite. Ouais. Et la Fnac, c'est la même chose. À un moment donné, il y a une limite. Ouais. Donc, je fais beaucoup ça. Et effectivement, à un moment donné, quand ça commençait à devenir chaud avec la Fnac et avec Amazon, je commençais à essayer de démarcher des magasins en espérant que, tu vois, la petite audience que j'avais réunie allait suffire à motiver. C'était pas le cas. Ouais. Donc, effectivement, j'ai démarché plusieurs magasins et je prenais des portes. Parce que ils voyaient pas leur intérêt, en fait. C'était quoi que tu leur demandais? Des prêts. Ok. Donc, moi, je leur demandais des prêts de matos déjà pour comparer. Et des matos anciens, hein. Là, j'avais pas les moyens. Enfin, j'avais pas les moyens. J'avais pas le poids suffisant pour prétendre avoir une optique en avant-première, tu vois. Ok. Et effectivement, c'était pas... Ils comprenaient pas, quoi. C'était pas dans le modèle de l'époque de prêter du matériel à quelqu'un pour qu'il fasse une vidéo. On parle de ça, c'était il y a combien de temps? En quelle année? C'était il y a 4-5 ans. Ok. Ouais, donc c'était encore, on était un peu au début de cette partie-là, aussi un petit peu dans le test matériel, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Ouais. Et donc du coup, tu prends des portes. Est-ce que tu trouves du coup une solution ou un jour, j'ai un appel de Douglas, qui est aujourd'hui
un des responsables, c'est un des 3 frangins là, qui s'occupe d'IPLN.fr et qui me propose exactement ce que j'étais en train d'essayer de vendre depuis des mois et des mois à d'autres magasins. Tu les avais contactés avant? Non, okay. Je savais même pas qu'ils existaient. Ok. Et en plus, je sais pas si je l'ai vexé, hein, mais tu vois, il me demande, parce que moi j'ai une liste de magasins, tu vois, j'ai un fichier dans lequel parce que quand une nouvelle optique sortait, forcément, on pouvait pas me la prêter. Hein. Ah oui. Et je l'achetais. Tu t'es grillé, quoi. Je l'achetais, mais j'avais vraiment je voulais l'avoir en premier. Dans le sens où, déjà, je l'avais pas eu avant les autres. Ouais. Mais dès qu'elle sort en magasin, je voulais être sûr d'en avoir une, tu vois. Okay. Et donc, j'avais ma liste de magasins avec un script qui était capable de checker qui pouvait l'avoir en stock, tu vois. Okay. Et qui était capable de tourner toutes les heures. Ah ouais, donc tu avais codé quelque chose. Hein. Ouais, et qui était capable de me dire ce magasin-là. Et ils n'étaient pas dans ma liste. Et un jour, il me demande, parce qu'il sait que j'ai ce script-là, et il me dit, mais on était dans ta liste? Je dis non, je ne connaissais vraiment pas. Ouais. Et c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a fait confiance, tu vois. Ok. Donc en fait, c'est ce il t'a proposé ce que toi, tu n'avais pas depuis ce que des années. Ouais. En fait, je crois que l'histoire commence à être connue, mais c'est Guillaume Ruichon, tu vois. Et je crois qu'il avait autour de lui des gens qui jouent à Fortnite. Ouais. Et dans Fortnite, quand tu veux soutenir un créateur, ils te demandent ton nom de créateur. Quel créateur tu veux soutenir? C'était eux un peu qui ont inventé ce concept-là. Ouais, je me rappelle. Et lui, il s'est dit, mais putain, mais il nous faut exactement la même chose sur IPLN.fr, en fait. Et forcément, ça a cartonné. Ouais. Ouais, c'était une bonne idée. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, justement, Douglas te propose ça. Et en fait, toi, c'est un peu ta porte d'entrée à un peu tout le matériel. Parce que du coup, le deal, c'est... Quand on voit ta chaîne, on peut se dire, en fait, Damien, il achète tout le matos. Mais en fait, c'est pas spécialement le cas. On te prête beaucoup aussi de matos que tu renvoies après derrière. Grave. Ouais. Et depuis le premier jour, ils ont tenu leurs promesses. Vraiment, c'est incroyable. Et encore une fois, tu vois, je les remercie parce que encore il y a 2 semaines là, tu vois, moi-même ça me gêne, tu vois, parce que je lui dis mais Sony m'ont pas prêté le 300 mm f2.8, tu vois. C'est des optiques à 7000 boules. Il y en a pas beaucoup. Il y a parfois des clients qui attendent. Franchement, le magasin, son intérêt, c'est finalement de le garder en stock. Il y en a pas nulle part. Et de vendre une optique à 7000 €, de faire la marge. Et finalement, pas vraiment de le donner à Damien Bernal. Tu vois. Ouais. Et en fait, quel que soit le matos que je demande, il m'a jamais dit non. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, là, qui me demandait mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est impossible. Oui. C'est impossible. Il m'a jamais dit non. Ouais. Même si des fois, effectivement, je suis pas sûr que ça soit 100% dans son intérêt. Tu vois. Ah ouais? Un 300 mm f2.8 pour l'expérience, c'est la plupart du temps, c'est des gens qui achètent ces optiques-là, ils préfèrent aller en magasin physique à côté de chez eux, tu vois. Ils veulent pas trop que ça passe par la poste et compagnie. Donc, moi, je vois que c'est pas évident que ça va vraiment les aider, tu vois. Ouais. Mais pour autant, il me le file. Et il me met pas la pression, tu vois. Il me dit pas, t'as 3 jours, dans 3 jours, je veux le récupérer et compagnie, il me dit rien. Ouais. Il y a 0 condition. Enfin, c'est le rêve, quoi. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on soit un peu tous les deux, je pense, dans IPLN, on a pu un peu l'expérimenter aussi un peu ensemble. C'est un peu nouveau, cette manière de fonctionner avec des créateurs, avec des codes, avec justement, on sent qu'il y a un réel intérêt autour de nous. Toi comme moi, on était chez d'autres magasins avant, qui était un peu moins le cas. Là, aujourd'hui, il y a une vraie prise en considération en fait, de ça, qui est hyper agréable. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est-à-dire, c'est pas toujours intéressé, quoi. Et c'est pas toujours que quand ça est vraiment très intéressant pour eux. Oui. Donc, c'est cool. Ouais. Moi, je vois d'autres créateurs qui demandent des Leica Q2, des Leica Q3, ils les ont, ils peuvent partir en vacances avec, enfin, trop bien. Ouais. C'est intéressant aussi parce qu'on est en train de voir un peu, pas un shift, mais le fait qu'aujourd'hui, justement, IPLN te permet de bosser avec certains produits que forcément, la marque te prête pas forcément. Donc, tu es encore plus libre de faire un peu ce que tu veux, de l'avoir autant de temps que tu veux. T'entends, quand tu bosses avec les marques, tu l'as dans un temps précis, il faut que tu le renvoies à un certain moment. Là, justement, ça te permet d'être un peu plus libre, quoi. C'est le cas. Hein. C'est là, sur le Sony A9 III, Sony me l'a proposé. J'aimais pas les conditions qu'il me proposait. Enfin, j'aimais pas. Il n'y avait rien d'incroyable. Ils ne m'obligeaient pas à dire des choses. C'est juste qu'ils me disent, on a un A9 III pour toi, on te le donne le 22 décembre, tu me le donnes le 2 janvier. Et moi, si tu veux, entre le 22 décembre et le 2 janvier, je suis en vacances. Je suis avec ma famille, je vais fêter Noël, je vais fêter le Nouvel An. Et eux, ils me disent, non, du 22 décembre au 2 janvier, tu vas travailler pour nous, quoi. Enfin, tu vas travailler sur notre produit. Ouais. Et ça m'allait pas du tout, quoi. Et j'aurais dit, non, laissez tomber. Et c'est IPLN qui me l'envoyait. Ouais, c'est ça aussi l'avantage, quoi. Et en fait, je me pose pas la question. Je me dis, bon, ok, ma vidéo, elle sortira 3 semaines plus tard. Mais elle sortira quand même, en fait. Ouais. Ils ont plus ce pouvoir-là de m'interdire l'accès à un matériel, en tout cas. Oui. Chose que tu n'avais pas. Ils peuvent ne pas me le prêter, mais de toute façon, j'aurai quand même. Ouais. Ça, c'est grâce à Douglas. Ouais. Enfin, à Ronnie et à Dylan. Ouais.
Je sais pas si toi c'est une question que tu as de temps en temps, mais on me la pose assez souvent, genre bah voilà, moi je rêve de bosser avec DJI, avec Sony, avec je sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour bosser avec eux? Et je sais jamais trop quoi répondre comme question, enfin à cette question-là, parce que t'as pas de recette magique, t'as pas. Et puis si ton but, en fait, je trouve que si ton but c'est de bosser avec cette marque-là, t'es un peu mal barré, quoi, parce que t'es souvent, enfin, t'es pas difficilement acteur de est-ce qu'une marque va te contacter ou pas. Tu peux tout faire pour essayer de montrer ton travail, de montrer ce que tu es capable de faire, de montrer que tu as une audience, etc. Mais tu as des marques qui ne veulent pas te contacter pour un produit, elles le font pas, quoi. En vrai de vrai, c'est hardcore. C'est-à-dire que je dis aux gens, c'est hardcore de travailler avec une marque. Et on le voit nous deux. Moi, j'arrive pas à travailler avec DJI. Je veux dire, c'est pas parce que toi, des fois, tu peux parler de moi à DJI que DJI travaille avec moi. Ouais. Et moi, à l'inverse, combien de fois j'essaye de t'aider à travailler avec d'autres marques et ça marche pas non plus. Ouais. Et tu te rends compte que ouais, c'est pas juste du travail, c'est pas juste le nombre de vues, c'est pas juste le nombre d'abonnés. Parfois, il y a autre chose et des trucs que tu n'expliques pas forcément. Ouais, c'est ça, oui. Parfois, il y a du feeling aussi. Ouais, bah oui, c'est ça. Et effectivement, il y a les marques qui sont françaises avec qui tu peux rencontrer au salon de la photo. Ouais. Des fois, ça peut aider. Mais il y a les marques qui n'ont pas du tout de représentation française. Et c'est encore plus dur. DJI, tu vois, c'est... Il faut ramer un peu. C'est dur. C'est dur. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis, c'est des politiques aussi qui changent beaucoup. Il y a beaucoup de... Justement, on en parlait un peu, c'est qu'au sein des entreprises et au sein des créateurs, etc., il y a beaucoup de... Pas de décisions politiques, mais il y a beaucoup de dessous le tapis que tu vois pas spécialement. Et c'est très, très dur d'avoir l'info. De pourquoi telle ou telle personne bosse avec lui ou avec elle. Qu'est-ce qui, quand il prépare un nouveau produit, qui va l'avoir plus qu'un autre. En fait, c'est très trouble, quoi. On a du mal à voir ce qui se passe. Ouais. Je pense qu'ils nous mettent dans des cases à un moment donné. Et qu'ils ont parfois des visions un peu aussi fausses de la réalité, je pense. Et moi, combien de fois on me dit, mais ce produit-là, on t'a pas mis dans cette case-là parce qu'on estime que dans ton audience, il n'y a pas ça. Et en fait, tu leur prouves que c'est totalement faux, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé souvent. Tu prends comment ça? Bah, pas ni bien ni mal, c'est juste que tu t'interroges. En fait, on te dit quelque chose, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ouais. Après, tu testes, effectivement, et tu t'aperçois parfois que non, pas du tout, en fait. Mais tu vois, des fois, c'est à l'âge. Ils te disent, ouais, donc toi, t'es chauve, t'as 40 ans, tu vas pas parler aux jeunes. Nous, on a envie de parler aux jeunes. Donc, toi, c'est net. Des fois, c'est aussi frontal. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais de toute façon, il y a un truc aussi où tu peux pas forcément plaire à tout le monde. Ben, clairement. Et ça, une fois que tu l'as accepté, moi, je sais que c'est pas que je rageais, mais justement, quand de temps en temps, je bossais avec des marques. Et après, pour les prochains produits, ils faisaient pas appel à moi. Et ça me fumait le crâne. Tu vois, je me disais, mais comment ça? Enfin, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait pour pas bosser avec eux? Et en vrai, en posant un peu des questions, alors, ce qui est assez compliqué, c'est que forcément, eux, ils ont la direction, etc. Ils peuvent pas tout dire. Donc, on sait aussi que quand tu demandes des explications, t'as pas forcément grand-chose qui arrive de l'autre côté, ou du moins, ils arrangent la vérité un peu là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien de se prendre la tête sur des choses que tu maîtrises pas forcément. Et du coup, je suis plus passé sur le côté, si je bosse avec une marque pour une sortie, tant mieux. Si le produit est pas intéressant, dans tous les cas, j'en parle pas. Et puis après, voilà, s'il y a un bon produit qui est cool et sur lequel ils font appel à nous, top. Si c'est pas le cas, tant pis, quoi. Ouais, moi, je suis convaincu qu'il faut pas bosser, qu'il faut pas courir derrière les marques. Ouais. Que, tu vois, avec l'expérience, on le voit bien tous les deux. Si elle a envie de bosser avec toi, elle vient avec toi. Elle vient te voir. Si elle n'est pas venue te voir, je pense qu'il faut laisser tomber, il faut travailler, il faut faire ton truc dans ton coin. Et il ne faut pas courir derrière les marques. Ouais. Ça, c'est aussi un sujet je voulais un peu aborder. On va pas tarder à arrêter. Mais tu sais, justement, les gens se posent la question de quand tu travailles avec une marque, que ça soit toi ou moi, sur une avant-première entre guillemets d'un produit, ils se posent beaucoup de la question de l'objectivité, de qu'est-ce que la marque nous dit par rapport au brief, etc. Et en fait, c'est aussi humain de se dire, est-ce que la personne qui teste le produit, elle n'est pas influencée par la marque, elle lui a pas dit de dire telle ou telle chose. Tu vois, comment tu le joues quand tu reçois un produit, comment tu vois ça? Moi, je t'avoue que le fait de travailler avec toutes les marques, de plus en plus, c'est un avantage énorme. Dans le sens où, quand je dis quelque chose concernant Canon, je me pose toujours la question de comment ça va être pris aussi chez Nikon, chez Sony, chez Fuji, chez Machin. Et du coup, ça m'oblige un peu à avoir un équilibre qui fait que si à un moment donné, tu vois, je suis trop dithyrambique sur une marque, les autres vont faire la gueule. Et il faut retrouver un équilibre en fait où c'est pas que tout le monde s'y retrouve, mais en fait, tu as respecté tout le monde. Et je trouve que cet équilibre-là fait que naturellement,
En fait, moi, il est hors de question à un moment donné que je récite un texte marketing qui dit que Sony est le premier mondial à faire ça et a la meilleure dynamique au monde, le meilleur autofocus. Et, enfin, tu vois, à un moment donné, il faut qu'encore une fois, j'essaye de me remettre dans le jeu de la concurrence. Et il faut il faut garder un équilibre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est intéressant aussi de voir que en général, on nous donne quelques infos qui peuvent être utiles à à la présentation du produit, etc. Mais en aucun cas, déjà, ça dépend qui, mais en général, la marque ne voit pas la vidéo avant qu'elle sorte et tu fais un peu ce que tu veux. Tu es quand même full libre. Alors après, c'est à toi de mettre le curseur, mais tu dis un peu ce que tu veux. Moi, j'ai jamais aucune marque avec des représentations françaises qui m'a donné une consigne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de biaiser un peu le contenu, c'est des marques chinoises, des marques coréennes. Et c'est vrai que franchement, moi, jamais Sony, par exemple, ou Canon, ou Nikon, mais ne serait-ce n'a même tenté, tu vois. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Oui, et puis de toute façon, quand ils essayent, ils voient ça répond pas derrière, quoi. Si tu veux, quand tu le sens, de toute façon, tu les vois venir. Les marques qui arrivent avec des budgets, des machins en mode, vas-y, on a besoin que tu le fasses un peu comme ça, ils vont être un peu fourbes. Tu les vois venir et du coup, tu les refuses. Mais c'est vrai que c'est important quand même qu'on comprenne que quand tu testes un produit, t'as une fiche produit, tu dis un peu ce que tu veux dessus et que la marque a à aucun moment donné son mot à dire dessus. Et si c'est le cas, tu bosses pas avec, quoi, tu vois. Ouais, puis je pense que je te le disais au début que moi, je me prends pas au sérieux. Mais tu vois, c'est un peu ça. C'est dans le sens que Damien Bernal dise qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas. De toute façon, ils vont en vendre. Tu vois, moi, j'avais pas super apprécié le Sony A7 IV. C'est le best-seller depuis 2 ans, tu vois. Ça change quoi que Damien Bernal dise qu'il l'aime pas ou qu'il le trouve pas extraordinaire. Ouais. En vrai, ça change rien. Je pense qu'ils en sont conscients aussi, tu vois, que notre poids est relatif. Moi, j'ai eu déjeuner avec des représentants de marque parfois qui disent ouais, on fait des vidéos avec un tel. Nous, on n'a pas l'impression que c'est le moins d'impact, tu vois. Oui. Donc, en même temps, ils se disent oui, bon, d'accord, effectivement, c'est bien d'avoir plein de gens qui parlent du produit parce que si personne parle d'un produit, à un moment donné, il passe transparent et c'est vrai qu'il manque de visibilité. Après, je pense qu'il faut pondérer l'importance individuellement de notre avis, tu vois. T'as aussi un poids qui est assez important quand même sur ton avis là-dessus. Pour avoir été aussi dans des dîners, etc., avec des représentants de marque, l'avis de Damien Bernal compte quand même pas mal. Parce que justement, tu as ce côté très juste avec toutes les marques. Et du coup, on sait que, moi, typiquement, je vais acheter du matos, je vais voir l'avis de Damien, tu vois, sur quelque chose là-dessus. Parce que je sais que tu vois, tu seras juste un peu près partout. Moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Je teste pas autant de produits que toi, donc forcément, on a moins ce côté un peu de comparer les différents produits. Mais il y a le côté aussi où ça reste ton avis a de l'importance. Et je pense pour beaucoup de gens tu vois, qui suivent ta chaîne, ça se voit de toute façon dans les stats. Hein. Bon, donc, mec, merci. Ouais, je sais pas quoi te dire d'autre. Non, c'est juste ton travail qui est là-dessus, quoi. Donc, de ce que tu nous dis, c'est que toi, d'ici 10-15 ans, tu dois un peu continuer ces vidéos-là, quoi. Ah, grave. Ouais. Moi, je compte rien changer. Je dis pas que je suis en autopilote, tu vois, mais moi, je commente l'actualité photo-vidéo. Là, le podcast, c'est un peu la liaison, finalement, parce que j'avais l'impression parfois de ne pas pouvoir parler de certains produits. Ouais. Je sais pas, c'est... Comme on disait tout à l'heure, une vidéo sur un produit, parfois, c'est une semaine. C'est compliqué de parler de tous les produits, mais tu vois, par exemple, avec le podcast, je peux maintenant parfois parler 1 ou 2 minutes sur un produit et le placer. Donc, ça m'a paru naturel de compléter mon travail avec ça. Après, effectivement, moi, si le monde de la photo et de la vidéo là, arrête de se casser la gueule, tu vois, que les gens achètent un peu plus d'appareils photo, c'est très bien. Ouais. T'arrives à traiter tous les produits que tu veux ? Parfois, il faut jongler. Parfois, il faut un peu aussi de compréhension de la part des marques qui adaptent leur planning par rapport au mien. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand 3 marques différentes veulent te faire tester un boîtier chacun à la même date, c'est pas possible. Donc, il faut bien comprendre que la date à laquelle tu publies et la date à laquelle tu testes sont complètement différentes. Ouais. Il va y avoir des semaines où on a l'impression que j'ai fait 3 tests la même semaine. Et donc, les gens peuvent penser à croire que j'ai bâclé les 3, tu vois. Mais en fait, potentiellement, tu as travaillé il y a 3 semaines et en fait, tu as 3 produits et 3 semaines et tu publies le même jour. Ça, c'est parfois frustrant. Parce que tu voudrais pouvoir espacer tes vidéos. Et tu vois, on ne maîtrise pas forcément la date à laquelle on communique. Mais moi, pour ça, franchement, j'arrive à m'organiser. Ouais. Ok. On va arriver à la fin de ce podcast-là. Je pose souvent une question que j'aime beaucoup, qui est est-ce que tu as eu un regret ou un truc à refaire que tu referais peut-être différemment dans ton parcours, dans ta carrière ?
Après, on en a déjà parlé, hein, puisque c'était de créer cette deuxième chaîne, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient un peu en tête ou sinon D'avoir couru trop derrière les marques. Ok. D'avoir eu trop cet objectif d'essayer à tout prix de travailler avec elles. Parce que finalement, ça te dessert dans le sens où il vaut mieux qu'elles viennent à toi que toi, tu cours derrière elles. Ok. Et Ouais, le jour où ça sera dans leur intérêt, elles viendront. Et c'est ça maintenant, t'arrives à te le dire? J'essaye. C'est pas facile, ça. C'est pas toujours facile. Ouais. Enfin là, moi, je fais pas de langue de bois, tu vois, mais DJI, c'est un peu la situation actuellement. Ouais. J'ai beaucoup couru derrière elle. J'ai un peu arrêté dernièrement. Et voilà, je vais essayer de m'organiser pour faire ça en eux, tu vois. Ouais. On verra bien. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Damien, pour tout ce que tu nous as dit. Écoute, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu, d'avoir fait la route. Oui, trop bien. Perpignan, il fait... Bon, là, j'allais dire, il fait beau. C'est pas le bon exemple. Mais non, en vrai, c'était trop cool. Merci pour, pour tout ce que tu nous as dit. Merci aussi pour la relation qu'on a un peu ensemble. Parce que moi, comme je t'ai dit, tu m'aides énormément. Et je pense que tu aides aussi beaucoup de personnes. Donc, trop cool. J'espère qu'on pourra refaire d'autres projets ensemble. Avec plaisir. Bon, j'espère que cet épisode avec Damien vous aura plu. Si jamais vous ne connaissez pas encore son travail, je vous mets les liens en description vers sa chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que si vous voulez entendre toute notre discussion avec Damien, c'est aussi en lien en description. On va notamment parler de son parcours et de comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui. J'espère en tout cas que c'est un format qui vous plaît. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo.